Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les massacres se suivent et se ressemblent dans la région martyre de Béni depuis près de 2 ans. Pourquoi cela se passe dans un silence assourdissant du côté de la République démocratique du Congo, cette région qui est très riche en matières minières et autres? Pour en savoir davantage ce soir, nous avons un panel très riche d'invités dans ce studio. Il s'appelle Monsieur Boniface Moussavouli. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir, vous aussi. Merci. Alors, vous êtes aujourd'hui là parce que vous avez écrit un livre assez intéressant. Le titre, c'est « Les génocides des Congolais ». Les génocides, il y en a eu plusieurs. Et aujourd'hui, selon vous, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo est un génocide. Pourquoi cela? Pourquoi un génocide? Le thème est assez fort quand même. Oui, le terme est assez fort, mais nous l'assumons parce que ces massacres, nous avons pris le temps de les suivre, de les analyser, de comprendre les mecs qui opèrent derrière, de comprendre les exécutants et de comprendre les populations qui en sont victimes et qui les subissent. Et donc, c'est un terme que nous assumons tout à fait. Mais vous l'assumez, on veut bien l'entendre, mais vous parlez de génocide. Quand on dit génocide, ça veut dire qu'il y a des commanditaires qui veulent exterminer une population bien définie. C'est exactement ce qui se passe à Béni. Il y a des massacres qui sont tout à fait organisés. Par qui? C'est-à-dire, vous voyez venir des escadrons de la mort qui sont bien organisés, qui rassemblent les populations d'un village, qui prennent même le temps de boire en attendant de commencer le travail, entre guillemets, et qui, sur un signal, généralement, ils passent un coup de fil pour obtenir l'aval, ils se mettent à tuer une personne après l'autre, jusqu'à exterminer tout un village. La semaine suivante, ils reviennent pour s'en prendre à la population d'un autre village. Donc c'est vraiment des tueries qui sont menées de façon organisée par des gens qui sont préalablement formés. Et si on ne peut pas parler de génocide dans une situation comme celle-là, je vais bien savoir ce que ça veut dire. Nous irons comprendre les causes lointaines, on va dire profondes, de ce qui sévit donc du côté de Béni. Et pour en savoir davantage également, nous avons un invité, et non des moindres. Il se trouve de l'autre côté, il est outre-Atlantique, il s'appelle Patrick Mbeko. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que votre agenda est fort chargé et vous nous faites le plaisir ce soir, une fois de plus, de nous donner un peu de votre temps. Vous êtes auteur de plusieurs livres, vous êtes politologue, analyste des questions géopolitiques. Dites-nous, est-ce que vous partagez cette vision de la chose? Monsieur Moussavouli parle de génocide. Entièrement, parce que on parle de génocide quand il y a une planification, quand il y a une préméditation. C'est ce qui différencie un génocide d'un crime contre l'humanité, c'est l'aspect planification. Et dans le cas de Béni, on a assez d'éléments qui prouvent qu'il y a planification en vue de massacrer des gens, des populations de cette région. Est-ce que vous pouvez pointer du doigt qui planifie? Qui est l'auteur à votre sens? Il y a plusieurs acteurs et jusqu'à présent, si on a réussi à pointer certaines personnes opérant dans la région, provenant ou recevant leurs ordres des pays voisins, et même de Kinshasa, qui jouent le jeu de certains pays voisins, il faut commencer à penser à des implications beaucoup plus lointaines, mais pas directement, indirectement. Je me rappelle de cette affaire de Béni. J'ai eu une discussion
avec un observateur occidental qui m'avait posé une question en parlant de ça. Ben, pourquoi est-ce que la MONUSCO, pourquoi est-ce que tous ces gens ne bougent pas? Et en fait, la personne qui est quand même très bien placée en Occident laissait entendre que cette affaire pourrait avoir des ramifications très lointaines. Et je crois qu'aujourd'hui, si on peut pointer du doigt les acteurs apparents de ce conflit, notamment en tout cas de ce conflit il n'y a même pas de conflit à Béni, mais de ces tueries, il faudra regarder plus loin. Et pour comprendre Béni, je crois qu'il faut avoir toujours un regard global sur tout ce qui se passe dans cette région. Parce que si on n'a pas un regard global sur tout ce qui se passe dans la région des Grands Lacs depuis maintenant 20 ans, on ne pourra pas très bien comprendre ce qui se passe, particulièrement à Béni. Parce qu'il faut quand même dire que les massacres n'ont pas commencé à Béni. Ça fait des années qu'on massacre des gens dans cette région. Je partage ce point de vue. Ça fait plusieurs années, fort curieusement, mais on a plutôt le sentiment que c'est aujourd'hui que les Congolais de la diaspora se réveillent pour faire entendre leur voix. Patrick Mbeko, restez avec nous. On revient avec vous dans quelques instants. Un troisième invité, il est depuis Paris. Il s'appelle Monsieur Paul Sapou. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Vous êtes le secrétaire général de la FIDH, entendu, la Fédération internationale des droits de l'homme en charge de l'Afrique subsaharienne. Aussi d'accord sur la planification ethnique? Bien, je pense que, vous savez, notre pratique à la FIDH, c'est lorsque les lampions s'éteignent sur une actualité déplorable que sont ces violations et ces crimes qui sont commises sur les populations civiles de la République démocratique du Congo en général et en particulier sur les populations civiles de Beni Butembo à l'est du pays. Lorsque les lampions s'éteignent, bon, c'est là où commence véritablement le travail de la FIDH et ses ligues membres et ses partenaires, et puisque souvent on oublie qu'un conflit, une fois qu'il n'est pas mis sur la place publique avec les conséquences que ce conflit crée. Dans ce genre de situation, il y a des victimes. Alors, en ces moments-là, oui. C'est en ces moments-là que nous commençons le travail d'enquête citoyenne qui puisse nous permettre d'analyser le fait et ses crimes et au bout du compte parler du génocide ou des tueries en masse ou des massacres visant une catégorie de personnes. Monsieur Sapou, voici ma question. Oui. Est-ce que vous partagez le point de vue des deux autres panélistes, à savoir qu'il y a une planification pour éliminer les Congolais de la région? Oui, il y a cette planification puisque c'est récurrent. C'est récurrent, mais nous voulons avancer avec des études bien outillées. D'accord. Bien faite au sortir des enquêtes citoyennes. Très bien. Voilà pour qualifier avec exactitude le terme génocide ou massacre ou tuerie en masse qui sont de graves violations des droits de l'homme, des crimes internationaux. Merci Monsieur Sapou. Tout au long de cette émission, nous allons comprendre quelle est la main, qui sont les marionnettistes qui profitent ou profiteraient ces massacres dans la région de la province du Kivu. Chers auditeurs, le décor est donc implanté. On revient vers vous dans quelques instants. Le temps de souhaiter la bienvenue à nos invités et à vous aussi vous remercier de votre confiance. Notre réalisateur, toujours fidèle au poste, Senanessi Bouloukwe, va nous permettre de souffler avec cette ponctuation musicale. Oh Mario, Luka tamwasi yomoko bala, Mario musalo be kolinga ba mama mobokoli, basuka yote, ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi lelo bitumba lobi kosona na baye na boyi ko bebi sanzoto na manzaka na lembi Mario na lembi Mario na baye Oh Mario nasina bekisa yo kolingaka mpasi bazali na mbongo yoka ndenge azali kokaba yo na mitema ya basi mpe na mibali yo moto ozali na badiplome mitano Mario salaka meme efort oluka mosala Mario mpo na nini oza kobebisaka osambwisa kombo nobo Mario nalembi baproduit nga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okopetenga na zoka lobi nazwa maladi ya kanser lobi tango na kopola yo kiminga ye
Mario Nabaye, Mario Nalembie. Bafamille ya Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosolo nzoka nga moto nalatisaka ye naleisaka ye nalalisaka ye Mario nalembi ye bima bima na ndako na ngai Mario mpo na nini nyongo ya bolingo kobetenga na zuwa epai zuwa ya lokuta epai zuwa ya biloko akutaki ngai na yango likambo moke mosala koboma biloko ya ndako na somba nalembi ye Mario Nabaye yo ene Mario nalembi yo Mario okutinga na biloko mobali mosusu asomba oyoka elengi ya kovanda te Mario oyoka elengi te olia na mesa kaka soki zuwa ekangi yo na poitrine olingaka kobeta ngai nakoboma biloko Mario sinasalisa yo mingi diplome nsima ngambo nasalisaki yo Mario bongo lelo ngakomi mwasi mabe Mario likambo te mokili eza kaka boye mobali akutinga na bomengo asengi akoma ndenga na ndimi mobali akutinga na bangenge asengi adirige nga na ndimi na bandiko bima na ye babandiko mpenga ye monsieur Mario abimi moto akanisi biloko na ngai ya ye Mario Nabaye yo kende Mario nalembi yo Mario asongi epai ya baboti akuti mbeto na ye ya bomwana. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. C'était donc Mario qui a bien rappelé des choses à certains de nos auditeurs. Nous repartons sur le continent et on reste donc en Afrique centrale où les Congolais de Brazzaville se mobiliseront donc le week-end prochain contre ce qu'ils considèrent comme le hold-up électoral contre les arrestations massives et séquestrations des opposants ainsi que les massacres dans le Poul. En ligne avec nous depuis Paris, elle s'appelle Gloria Edoussa. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous êtes l'une des organisatrices, ou plutôt la principale organisatrice de cette rencontre qui se fera samedi prochain. Vous parlez toujours de séquestration des opposants et de mobilisation. On a l'impression qu'aujourd'hui, votre structure est au service de certains leaders d'opposition. Ah non, pas du tout. Nous, on fait partie du comité d'organisation des manifs de la diaspora congolaise de France. Et en ce moment, en fait, ce que nous sommes en train d'organiser, on organise la marche par rapport au hold-up électoral et puis par rapport à ce qui se passe dans le Poul. Et en même temps, par rapport aux actualités qui se passent au Congo, Brazzaville en ce moment. Gloria Edoussa, dites-moi, le sentiment qui se dégage aussi, c'est que vous êtes, voilà, comme je l'ai dit, les pressions qu'on a, c'est que vous êtes au service de certains opposants. Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Nous, c'est tous les opposants. Tous les opposants. Tous les opposants. Pas un en particulier. Bien sûr que là, l'affaire Mokoko a été un choc pour nous tous parce que l'accusation ne tient pas debout. C'est ça, en fait. Mais ce qu'on reproche au général Jean-Marie Mokoko remonte à plusieurs années quand même. En fait, oui, ça remonte à 2007. 2009, je pense, ou 2007. Ça remonte à 2007. Oui, ça remonte à 2007, mais le souci, c'est que ça a déjà été réglé. Comme lui-même, il a dit, ils ont réglé ça en famille. Mais Sassou a ressorti cette affaire parce que Mokoko a refusé de reconnaître que Sassou avait gagné. Monsieur Sassou a eu que 8% lors de l'élection présidentielle
Et à ce moment-là, Mokoko, le général Mokoko, a refusé de reconnaître Sassou. Dites-moi, Si on voit bien, il y a même eu Gloria Doutsa, Oui. j'entends ce que vous dites, mais on a l'impression, j'insiste dessus parce que ce que vous dites n'est pas une source fiable. On dit qu'il a reconnu, on dit que c'est une querelle, enfin, c'est une guerre entre amis, mais c'est pas la décision de justice qui le dit. C'est pas la mais bien sûr, parce que Sassou, c'est la justice. Vous le savez bien. Sassou, c'est la justice. Regardez, quand un ministre de la Justice sort, demande au procureur de la République congolaise de dire d'accélérer le dossier, vous voyez bien que ça va pas. Vous voyez bien que ça va pas. C'est comme si le ministère de la Justice ici, en France, demandait au procureur d'accélérer les dossiers. Je pose la même question, j'insiste Oui. dans un sens. Est-ce que vous-même, lorsque par exemple un opposant arrêté, pour des faits antérieurs à l'élection présidentielle récente, est-ce que vous avez le sentiment de servir l'intérêt du peuple congolais? Bien sûr qu'on sert l'intérêt du peuple congolais, puisque pour nous, à mon sens, moi, par rapport à mon sentiment à moi, cette affaire-là n'a pas lieu. Puisque Sassou est au courant depuis longtemps, ce monsieur 8% était au courant depuis longtemps que Mokoko avait prévu, si cela est vrai, puisqu'on ne le voit pas, on entend. Dans cette cassette, on ne voit pas le général, on ne le voit pas, on entend juste des voix de personnes qui sont en train de discuter sur un coup d'État. Bien sûr, bon, oui, on a dit comme quoi que c'est le général Mokoko. Mais comment je pourrais expliquer ça? Comment je pourrais dire ça? Alors, Le général, attendez, quand le général, quand Sassou l'a appris, et il a vu ça en fait, il a pardonné à Mokoko. Gloria Doutsa, j'entends ce que vous dites et c'est fort audible, mais dans le fond, les faits qui sont reprochés à Jean-Marie Mokoko, le général, qui a été récemment candidat à la présidentielle aujourd'hui, n'ont pas de lien direct, apparemment bien entendu, avec l'objet de l'arrestation, vous voyez. Et donc du coup, quand vous liez cela et que votre propos ne s'appuie pas sur ce qu'on lui reproche, j'insiste en disant que votre mouvement semble être instrumentalisé et au service de certains opposants congolais. Non, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je ne suis pas d'accord. On nous reproche des faits qui datent de 2007 ou 2009. Mais il a quand même été conseiller. Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui vous voit un coup de table, vous le nommez conseiller spécial vous le nommez votre conseiller spécial? Non mais attendez, c'est pas du foutage de gueule ça? C'est pas du n'importe quoi? Il le savait depuis longtemps, puisqu'il savait. Mais il a bien nommé. Il a même nommé pour qu'il aille régler les problèmes en Centrafrique. Voici, non, attendez. Gloria. Alors, Oui. je rappelle à ceux qui prennent notre marche que vous êtes responsable de la marche qui se fera donc le week-end prochain pour dénoncer les crimes dans le pool et l'arrestation arbitraire des opposants au Congo-Brazzaville. Dites-vous qu'aujourd'hui, ce qui est mis en cause, c'est dans une vidéo tournée en 2007 montrant le général Mokoko discutant d'un plan visant à chasser M. Sassou Nguesso du pouvoir avec un homme dont on ne voit pas le visage et se présentant comme appartenant au service de renseignement extérieur de la France. Dites-vous que c'est quand même des faits s'ils sont avérés. Si la justice fait bien son travail, M. Mokoko encourt quand même des sanctions assez lourdes. Non mais la justice, tout d'abord, je ne suis pas responsable de la marche, je suis organisatrice, oui. Membre, co-organisatrice de la marche du 25 juin. Vous dites que la justice congolaise fait son travail par rapport à cet effet-là. Je n'en disconviens pas. Normalement, elle aurait dû la faire depuis longtemps. Si cela s'avérait être si grave que ça. C'est pas d'aujourd'hui que cela date. Moi, c'est ce que je cherche à vous dire. C'est pas d'aujourd'hui que cela date. Puisque à cette date-là, même, il a été nommé conseiller spécial de Sassou. Vous voyez bien que ça va pas. C'est ça qui me choque. Ce n'est pas le fait que la justice va faire son travail ou pas faire son travail, puisque ça date des années. Cela date des années, mais pendant ce temps, il a travaillé auprès de Sassou. Quel est l'itinéraire que suivra votre marche samedi prochain? Alors, samedi prochain, rassemblement à 13h à la gare de l'Est. Pour un départ à 16h, on partira de la gare de l'Est à 16h pour arriver à Place de Châtelet, que nous avons baptisée Place de Congo Libre. Place de Congo Libre, voilà.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. Donc, c'était Gloria Edoussa, co-organisatrice de la marche qui dit, les Congolais disent non à Sassou Nguesso. C'est le mouvement dit ça suffit. Merci. Rappelons donc que dans un entretien à l'agence France Presse en mars dernier, le général Mokoko avait indiqué qu'il s'était fait piéger dans l'affaire de vidéo, ajoutant que la question avait été, selon lui, réglée en famille. Avec le président Sassou Nguesso, il s'était ainsi dit étonné que cette affaire ressurgisse. À la veille de l'élection présidentielle, le général avait été entendu plus d'une fois dans ce dossier par la police. D'une rive du Congo donc à l'autre, et on va donc du côté du Congo, dit Léopold Deville. Les massacres se suivent et se ressemblent dans la région martyre de Béni. Depuis octobre 2014, les massacres ne connaissent pas de répit sur le territoire de Béni, dans la province du Nord du Kivu. Les tueries ont déjà fait plusieurs centaines de morts, tous des civils assassinés dans l'indifférence totale. Les autorités accusent un groupe islamiste ougandais des forces démocratiques alliées et les internautes congolais se mobilisent pour appeler au secours. La toile aujourd'hui bouge, et de même que les intellectuels congolais qui n'arrêtent pas de lancer des cris. Et dans ce cas, donc, que ce soit dans le cadre de la réflexion radiophonique dans l'émission Tantam Tropical, nous avons un panel riche d'invités. Nous repartons donc du côté de Paris pour retrouver M. Paul Sapou. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Pour ceux qui prennent en marche, vous êtes le secrétaire général de la Fédération internationale des droits de l'homme en charge de l'Afrique subsaharienne. D'entrée de jeu, vous nous disiez que vous êtes pour la thèse complotiste. Au niveau de la FIDH, est-ce que vous avez des correspondants ou plutôt des hommes sur le terrain dans cette zone-là, la zone en conflit? Bien sûr, nous avons d'abord nos 3 organisations affiliées à la FIDH qui sont l'ASADO, une organisation des droits de l'homme, le groupe Lotus, qui est basé à l'est du pays, à Kisangani, et nous avons également la Ligue des électeurs, 3 organisations affiliées à la FIDH et un réseau très diversifié de partenaires de la société civile, y compris les organisations qui sont dans une stratégie du Front citoyen, et dont les cellules opèrent très très bien à l'est du pays. C'est à travers cette stratégie, cette toile, que nous avons des informations, disons, avérées sur ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo. Quand vous dites avéré, ça veut dire que... Vérifié. En fait, oui, vérifié. Et puis, nous avons des victimes sur base... à partir de victimes, de familles de victimes qui sont là, nous avons des victimes vivantes. Nous avons, à travers les familles de toutes ces personnes qui ont été massacrées, qui sont massacrées chaque jour. Et donc, ces personnes parlent. Voilà pourquoi je vous disais au départ que quand toute cette vague va un peu s'éteindre au niveau de la toile, au niveau de la presse et consorts, là commence vraiment le calvaire de toutes ces familles de victimes. Et c'est là où le véritable travail doit commencer, comme on l'a fait par exemple dans les procès Hissène Habré, puisque la FIDH a piloté ces dossiers-là depuis tout ce temps. Et vous voyez l'aboutissement que ça a donné à Dakar. Voilà. Puisqu'il y avait des victimes. Excusez-moi, c'est vrai que vous travaillez sur le terrain et c'est vrai aussi quand on fait allusion à l'affaire Hissène Habré, on se pose beaucoup de questions pour, voilà... J'en veux pour preuve, M. Hissène Habré, c'est un secret pour personne, a travaillé, était soutenu par la France, qui aujourd'hui aussi semble être contre lui. On comprendra les dessous. Quand vous prenez ce procès comme étant une référence pour votre travail, j'ai le sentiment que effectivement aussi votre travail pourrait être entaché parce que M. Hissène Habré pendant longtemps a tué dans son pays et aujourd'hui ceux qui le poursuivent sont ceux qui l'ont soutenu et c'est là où je me tourne donc vers monsieur. On repart au Canada. Mais attendez Juvenal, non, et comprenez, peut-être vous n'avez pas très bien enquêté sur j'ai entendu, le parcours. Mais attendez, là je dois rectifier. Allez-y. La FIDH a été la première organisation à voler au secours des victimes de la mauvaise gouvernance d'Hissène Habré, avec la première plainte que la FIDH a déposée au nom de ces victimes auprès de la justice belge.
en vertu de sa loi des compétences universelles. Mais les choses n'ont pas évolué de ce côté-là. Nous avons été déboutés pour la simple raison que les Belges, le gouvernement belge avait été Monsieur Sapou, harcelé. pardonnez-moi, Oui, ce soir... dans l'affaire par les Américains, ils ont changé leur loi. J'entends ce Mais que alors, vous dites, monsieur Sapou. Nous nous sommes tournés vers d'autres instances. Donc, je l'ai entendu. Pardonnez-moi de vous couper, s'il vous plaît, étant donné que ce n'était qu'une petite parenthèse, l'affaire Hissène-Habré. C'était pour comprendre la fiabilité de vos informations et savoir quelle est la proximité même avec vos sources. Aujourd'hui, c'est pour ça que la question était posée. Je repars donc au Canada pour redire bonjour à monsieur Patrick Mbeko, fois de plus, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit plusieurs livres. Et la région des Grands Lacs semble au cœur même de vos enquêtes. Pourquoi aujourd'hui tout se passe dans une espèce d'indifférence? Pourquoi ces massacres se passent dans l'indifférence, on peut le dire aujourd'hui, de ce qu'on appelle la communauté internationale? D'après vous? D'abord parce que c'est par dire que les origines de cette tragédie viennent de ce qu'on appelle la communauté internationale. C'est-à-dire, la communauté internationale, c'est quoi? C'est les grandes puissances, notamment occidentales. Ces puissances ont instrumentalisé les gens. Une situation qui a mené à une guerre meurtrière depuis 1996. Et depuis ce temps, le Congo vit au rythme des tragédies et des drames, si on veut. Et donc, vous savez, dans le cas de Béni, si on essaie, parce que le problème aujourd'hui il est là, si on essaie de braquer les projecteurs à Béni, on sera obligé de remonter aux origines de cette situation. Voilà pourquoi moi j'insiste pour dire qu'il ne faut pas limiter, régionaliser la problématique. Quand je parle de régionaliser, la limiter seulement au Congo. Il faut toujours voir plus loin, c'est beaucoup plus vaste. On a aujourd'hui des rapports qui disent que les FARDC sont impliqués dans les massacres à Béni. Mais dans presque tous mes livres, j'ai montré par exemple comment les armées rwandaises, à travers comment le Rwanda, à travers des rébellions entre guillemets rwandaises pilotées de Kigali, avait réussi à injecter des milliers d'hommes au sein des FARDC. Ces milliers d'hommes n'ont jamais voulu être mutés ailleurs. Ils sont toujours restés là, à l'est. Ils opèrent là, ils commettent des crimes, ils pillent pour le compte de Kigali. Or, Kigali dépend de qui? Kigali dépend des puissances occidentales qui entretiennent toute cette situation. Voilà pourquoi je dis que dans le cas de Béni, tout comme dans le cas des massacres à l'Est, dans tout l'Est de la République démocratique du Congo, il faut avoir un regard beaucoup plus global. Aujourd'hui, l'agitation, je vais aller plus loin, des puissances occidentales pour un changement de régime au Congo ou pour un changement, je ne sais pas, de démocratie comme ils l'appellent, n'a rien à voir avec le bien-être des Congolais, mais de ces mêmes puissances qui veulent maintenir un statu quo, ce statu quo qui veut que le Congo soit une colonie de cette mal nommée communauté internationale. Et pour aller très vite, moi je partage certains avis de la FIDH parce que je vous ai entendu parler de ça, mais j'ai un peu de difficulté avec leur manière de faire parce que j'ai toujours l'impression que la FIDH s'emploie beaucoup à condamner les marionnettes et non les marionnettistes. Il n'y a pas un travail de fond fait pour faire la lumière sur les marionnettistes. Quand vous parlez d'un cas comme le Tchad, je vais aller rapidement, c'est une parenthèse. Moi, j'ai travaillé sur le dossier tchadien puisque je viens de finir un livre sur la Libye. On sait très bien que Hissène-Habré n'était pas seul, qu'il était les activités de la DDS, les services de renseignement tchadiens à l'époque, étaient coordonnées par des officiers américains. Est-ce qu'on les a vus? Non. Donc, Habré est parti. C'est Idriss, son ancien compagnon, qui est là, toujours avec le soutien de la France et des puissances occidentales. Il va martyriser son peuple. Demain, c'est lui qu'on va arrêter et ses maîtres vont toujours rester là à sourire. Donc, il y aura toujours une spirale vicieuse d'impunité et des tragédies en Afrique, en général, et dans la région d'Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs. Merci Patrick Mbeko. La question, j'ai pas toujours la réponse. La question, donc, je la pose à monsieur Boniface Moussavouli, qui est avec nous une fois de plus. Bonsoir, monsieur Moussavouli. Bonsoir, Julien. La question est simple. Pourquoi ce silence assourdissant? Pourquoi ce silence assourdissant Pourquoi ce silence assourdissant Le silence vient d'abord de... Oui, allez-y. Oui, le silence vient d'abord de ceux qui ont la responsabilité de parler au nom de leur population. Vous suivez lorsqu'un drame comme celui-là se produit dans un pays, les premières personnes qui doivent monter au créneau, c'est le président de la République, comme ça se passe en France,
le président de la République passe à la télévision, il décrète 2 jours de deuil national, et le Premier ministre passe à la télévision, les ministres se succèdent, les députés, les sénateurs s'expriment, les procureurs se mobilisent. Voilà, ce sont d'abord les autorités qui ont la charge et la responsabilité de protéger la population concernée qui doivent faire du bruit et mobiliser les instances internationales. Dans le cas du Congo, il y a une attitude qui est totalement ambiguë des autorités congolaises. Elles ne s'expriment pas, les massacres se suivent, il n'y a même pas de deuil national, il n'y en a jamais au Congo. Un massacre a fait 120 morts, pas un mot à la télévision. D'accord. Donc, il y a un comportement totalement inexplicable des autorités congolaises. En d'autres termes, c'est pour vous, le silence assourdissant de ce qu'on appelle la communauté internationale trouve aussi son origine dans l'indifférence même, disons-le comme ça, des autorités congolaises, selon vous. Non seulement l'indifférence, mais un comportement bizarre. Il est bizarre. Par exemple, les personnes qui se sont mis à manifester à Kinshasa ont été maltraitées par la police. À Goma, les jeunes de la Lucha qui ont manifesté contre les massacres ont été arrêtés. Il y en a qui ont passé 3 mois en prison. Vous comprenez que dans un pays, les gens se mobilisent contre les massacres, ils sont maltraités par les autorités, jetés en prison. Vous comprenez cela? C'est entendu. Alors, pour vous, effectivement, une bonne part de la responsabilité de ce silence assourdissant, on ne le dira jamais assez, est à imputer aux autorités qui sont congolaises aujourd'hui à Kinshasa. Oui. Je repars à Paris pour retrouver M. Paul Sapou pour s'interroger donc maintenant sur les auteurs. M. Sapou, selon vos sources, qui sont les auteurs, on va dire, qui sont ceux-là même qui tirent les ficelles? Eh bien, parlons des tireurs de ficelles, des co-auteurs de toutes ces tueries, ces massacres à caractère vraiment, enfin, que l'on pourra, l'histoire nous donnera raison, que l'histoire pourra qualifier de génocide d'un peuple. Bon, les tireurs de ficelles, vous avez les multinationales, vous savez que cette partie de la République démocratique du Congo regorge dans son sol et sous-sol des ressources humaines que l'on ne trouve pratiquement pas ailleurs et qui sont rares. Il y a les multinationales qui opèrent derrière pour avoir une certaine mainmise sur ces ressources. Il y a également les enjeux politiques pour une mainmise de certains acteurs ou dirigeants dans la sous-région, y compris la RDC. Mon compatriote Boniface l'a si bien décrit qu'à Kinshasa, Joseph Kabila et son gouvernement se taisent, harcèlent, bâillonnent, si vous voulez, ceux-là de nos compatriotes qui veulent vraiment faire entendre leur voix sur la place publique. Donc il y a cette responsabilité du gouvernement, il y a cette responsabilité des multinationales au travers les États puissants qui sont tapis dans ce qu'on l'on appelle la communauté internationale. Donc voilà un peu là où on peut avoir les profils de gens et de réseaux qui sont à la base de ces crimes internationaux. Et bien sûr, ils agissent dans des filières bien organisées. Vous avez par exemple les différents groupes armés qui sont là, sur place, des groupes qui sont soutenus par des pays voisins, des groupes qui opèrent sur place et des populations qui veulent organiser une contre-résistance, une résistance, et qui parfois versent dans certains abus. Monsieur Paul Sapou, s'il vous plaît, je vous coupe la parole parce qu'on a besoin, le temps qui nous est imparti n'est pas assez long, on recherchera un peu des précisions. Vous êtes une structure assez organisée, vous en avez les moyens, on imagine, avec des relais sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, au niveau de la FIDH, je précise bien, vous avez la possibilité de mettre du doigt sur des noms de structures? Parce que quand on parle de multinationales, c'est assez vague quand même. Oui, mais mon Dieu, je ne sais pas moi si... Par vous individuellement, je vous dis... Monsieur Patrick Mbeko a fait de recherches là-dessus, sur comment opèrent les multinationales chez nous. Il y répondra à son tour. Bon, tout à fait. À la FIDH. Nous avons, à la FIDH, nous avons des noms. On peut les connaître aujourd'hui? Personnes. Non. Écoutez, pour les besoins de la cause, peut-être qu'on va déclencher certains procès
Ok, on peut le comprendre. Etc. Donc les victimes, on les connaît, on ne peut pas les exposer. Mais il y a des officiels congolais qui sont cités, il y a des généraux, il y a même des administratifs, certains responsables ça, c'est au niveau du de Congo. la territoriale, au nord Kivu, au sud Kivu, etc. Monsieur Sapou, s'il vous plaît. On connaît ces acteurs-là. Vous connaissez les acteurs locaux qui sont des marionnettes, on peut le reconnaître parce que le Congo ne fabrique pas d'armes à feu, par exemple. Donc les moyens même de pouvoir en fabriquer, il n'y en a pas. On imagine donc qu'il y a des complicités, comme vous dites tout bien, les multinationales. À la question de savoir, est-ce que vous avez les noms des multinationales, parce que on peut le dire comme cela, ça pourra se poursuivre. Donc à la FIDH, vous n'avez pas de marionnettistes quand demain vous allez tenter un procès contre les marionnettes? Eh bien, on a des indications très claires. À nous, Africains, de nous organiser pour permettre à ce que des États, des gouvernements responsables puissent aider les populations à faire prévaloir leurs droits par rapport à l'organisation de toutes ces multinationales, Merci. etc. On revient vers vous dans quelques instants. Monsieur Boniface Moussavouli, vous voulez réagir? Oui, pour ce qui est des noms et des responsables des massacres... Des marionnettistes, oui. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont maintenant sur la place publique. Il y a les rapports des experts de l'ONU sur Béni. Tout à fait. Les experts de l'ONU ont produit au moins 3 rapports. Il y a ensuite le rapport du GIEC, c'est un groupe de recherche qui est assez sérieux, américain, qui a aussi produit un remarquable rapport en mars dernier. Il y a des recherches que font des gens comme nous, quoi. Des gens comme nous, Monsieur Moussavouli, qui ont aussi amené des recherches. J'entends ces recherches. Est-ce qu'aujourd'hui, j'insiste parce que demain, on verra, il y a plusieurs Africains qui sont à la CPI aujourd'hui. Vous comprenez un tout petit peu. D'autres sont, comme monsieur Essène Abré, traînés dans les tribunaux africains, mais on ne voit pas les marionnettistes. Alors, non, moi je réponds d'abord sur Béni. Oui. Qui sont les gens qui tuent à Béni? Parce que ça, c'est la main visible. Oui. Mais on est d'accord sur ce point que les Congolais ou les Ougandais ou tous ceux qui sont visibles là ne fabriquent pas d'armes. À un moment, il faudrait bien un jour que les Africains s'entendent et que, voilà, qu'on aille dénicher ceux qui ont intérêt à ce que l'instabilité règne dans ces zones-là. Qui sont-ils? Est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui, dans vos travaux, de pouvoir indiquer les doigts? Est-ce que demain, on peut les traduire devant les tribunaux, par exemple? Tout d'abord, lorsqu'un massacre se produit, la personne qui intéresse vraiment la justice, c'est celle qui a commis. Oui, c'est la main. D'accord, on est d'accord dessus. Si derrière, il y a une puissance étrangère ou une multinationale qui a opéré, ça se voit, par exemple, dans les rapports des experts de l'ONU dont je suis en train de vous parler. Oui. Ces rapports sont produits, il y en a 2 chaque année. Ces rapports servent à mettre la lumière sur les liens possibles entre la poursuite des violences au Congo et l'exploitation des ressources minières du Congo. Et dans ces rapports, on cite les noms des entreprises. Très bien. Chaque année, il y a 2 rapports chaque année. Merci. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà sur la place. Il y a beaucoup d'éléments et la question... Que je reprends notamment dans mon ouvrage. Dans votre livre, je rappelle donc à ceux qui entendent que vous êtes l'auteur de Les génocides des Congolais. Et je repars donc du côté du Canada pour poser la même question à monsieur Patrick Mbeko. Est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de mettre le doigt sur des noms ou des structures ou des multinationales précises? Avez-vous une réponse pour nous, s'il vous plaît? Allô? Nous semblons avoir perdu Patrick Mbeko. On espère que du côté de la régie, les choses vont se mettre en place pour qu'on puisse le retrouver. Donc, je disais donc qu'il est difficile aujourd'hui, il est intéressant pour nous de comprendre. Peut-être un jour, on verra les auteurs même, les vrais auteurs de l'instabilité sur le continent africain. Le cas de l'Est du Congo, on parle de la province du Nord Kivu à Béni, où effectivement, de jour en jour, depuis plusieurs années, il y a des massacres, les populations sont décimées, et puis on ne sait toujours pas qui est derrière tout cela. Et je vais donc retrouver M. Paul Sapou, fois de plus. Bonsoir, M. Sapou. Bonsoir, Juvenal. Pour ceux qui peuvent entrer en marche, vous êtes le secrétaire général en charge de l'Afrique subsaharienne de la Fédération internationale des droits de l'homme. Dites-nous, est-ce qu'il est possible d'avoir concrètement une liste, sur le point de vue du Congo ou de la sous-région, des personnalités qui sont impliquées dans ces massacres-là? Eh bien, il y a des rapports. On vous a rappelé qu'il y a des rapports qui sont vraiment clairs, qui nous donnent la possibilité de faire le tri de tous ces auteurs et co-auteurs de toutes ces souffrances imposées que subissent les populations civiles au Congo, à l'est du Congo. Et ces rapports renseignent, ils sont très clairs. Et que la responsabilité des dirigeants politiques de la plupart des pays de la sous-région des Grands Lacs
en commençant par celui qui est là, le chef de l'État, qui est là, M. Kabila, avec ses généraux comme Mundos, Akili et tant d'autres. Ce sont des noms qui reviennent, des complicités qui sont là, etc. L'accusation a été faite, par exemple, par le regretté père ou le révérend Vincent Machosi, qui a été assassiné dernièrement, etc., au mois de mars, le 20 mars, à l'est du pays. Donc, il y a quantité d'informations où on peut facilement pointer du doigt la responsabilité de certains dirigeants dans la sous-région, au sommet de l'État. Donc, mais ceux qui exécutent sur place, les populations victimes sont là et elles vous disent, voilà, c'est tel type d'acteur qui parlait telle langue, etc. Okay. Mais pour le besoin de nos enquêtes, vous garderez tout cela confidentiellement. Donc, on ne sera pas à l'antenne ce soir. Le momentum doit venir, finira par venir pour que de plaintes soient déposées en bonne et due forme. Merci. Et pour le moment, nous apprécions le travail que vous faites pour vraiment casser cette loi de l'omerta, ce silence. C'est un devoir. Pour ça, pour rester avec nous, on repart dans Outre-Atlantique. Apparemment, nous avons retrouvé M. Patrick Mbeko. Une fois de plus, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, je rappelle à ceux qui prennent la marche que vous êtes analyste des questions africaines, vous êtes géopolitique, géostratège, vous êtes auteur également d'une œuvre très intéressante intitulée, coécrite avec M. Honoré Mbanda Nzambo, intitulée Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Dites-nous, au niveau où vous en êtes avec vos travaux, est-ce que vous avez des noms des responsables des multinationales qui pourraient éventuellement être demain traduits devant les tribunaux? Nous, on a non seulement, on a des noms des gens qui sont même liés au régime de Kigali, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime de Kigali est quand même un sous-traitant important de tous ses intérêts lointains. C'est qu'il faut comprendre aussi, parce qu'au-delà de citer les noms, comme l'a dit M. Sapo, pour le besoin de la cause, on se fait un peu plus discret, parce que ceux qui sont en face sont des gens qui sont très organisés et qui prennent des mesures et qui suivent tout ce que nous faisons. Mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les multinationales n'opèrent pas directement. Les multinationales, à travers leurs alliés locaux ou proxy ou même marionnettes, favorisent une situation qui va leur permettre après de venir s'établir. Et je l'ai expliqué dans mon premier bouquin quand j'ai parlé du rôle d'héritage oil dans la région de l'Uturi, où on a vu les Ema et les Lundu s'affronter avec en toile de fond la présence d'une multinationale canadienne qui s'appelait Heritage Oil et qui était dirigée par un certain Tony Buckingham. Donc c'est pour dire ceci, c'est pour dire que même dans la région de Béni, attendons encore quelques instants et nous aurons encore une réponse beaucoup plus importante par rapport à tout ce qui se passe. Mais ce que l'on sait, c'est que la situation de chaos qui est favorisée, qui est là, et comme je disais tantôt, l'importance d'analyser cette situation de manière globale, elle est là. Parce que les gens qui nous suivent vont se demander, mais comment le président de la RDC ferme les yeux sur cette tragédie? Pourquoi il ne dit rien? Pour répondre à cette question, d'où le retour à une analyse globale qui veut que Joseph Kabila, l'actuel président de la RDC, est lui-même, il fait partie du dispositif de déstabilisation de la RDC. Voilà pourquoi dans notre livre Stratégie du chaos et du mensonge dont vous avez parlé, nous mettons les trois visages, celui de Paul Kagame, celui de Joseph Kabila et celui de Yoweri Museveni. Et en arrière-scène, parce qu'on ne nous voit pas bien, il y a le visage des acteurs plignés, c'est-à-dire de ces grandes puissances et dirigeants occidentaux qui sont derrière la fumée. C'est pour expliquer que vous avez dans cette situation les nègres de maison, et en arrière-scène, vous avez des intérêts lointains représentés par des dirigeants des multinationales. Merci Patrick Mbeko, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage. On l'aura entendu qu'il n'est pas évident effectivement aujourd'hui de mettre la main, ou plutôt de voir clairement ceux qui ont intérêt à déstabiliser la sous-région. Mais cependant, le cycle de violence n'est pas loin de se terminer tant que ceux-là vont courir pour que les intérêts soient sauvegardés. Effectivement, voilà pourquoi donc on arrive inexorablement au thème de ce magazine et on s'inquiète même aujourd'hui parce que même dans la diaspora, par exemple les Congolais, les Africains semblent avoir des craintes à réagir. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours ici à Lyon, puisque nous émettons de Lyon, une jeune association de Congolais de la diaspora a pu organiser des événements pour attirer l'attention dessus. Et apparemment, nous avons en ligne Gloria. Oui, Gloria en ligne. Bonsoir Gloria. Oui,
Gloria, alors rapidement, est-ce que pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à organiser cet événement ici à Lyon? Ce qui nous a poussé, c'est simple, c'est le sentiment d'appartenance au Congo. Donc nous sommes Congolais, nous sommes particulièrement touchés par ce qui se passe à l'est du Congo. Et si nous l'avons fait, c'est parce que nous sommes conscients que... Gloria Molopo, on vous entend assez mal. Est-ce que vous nous recevez correctement? Là, vous êtes? Je vous reçois correctement. Bien. Oui, allez-y. Autre question, c'est vrai que la première, j'ai pas de réponse. Apparemment, d'après les sources bien informées, il n'y avait pas une forte mobilisation. Il y avait des étudiants, des Congolais de la diaspora, des amis africains, il y avait des protestations. Nous avons du mal à recevoir Gloria Molopo et malheureusement, on ne pourra pas. Gloria Molopo, on ne pourra pas vous garder à l'antenne, on vous reprendra une autre fois parce que la qualité du signal n'est pas de bonne qualité. Et nous allons faire un dernier tour avec nos invités depuis le début. Je rappelle à ceux qui nous prennent le tramage que maintenant, nous avons dans ce studio M. Boniface Moussavouli, auteur de Les génocides des Congolais, de Léopold II à Paul Kagame, dans ce studio. Et depuis le Canada, c'est Patrick Mbeko, co-auteur avec M. Honoré Mbanda de Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Depuis Paris, il s'appelle M. Paul Sapou, secrétaire général en charge de l'Afrique subsaharienne de la Fédération internationale des droits de l'homme. Pour le mot de la fin, M. Paul Sapou. Eh bien, c'est un drame qui se vit à Béni et que nous devons tous dénoncer sans réserve aucune. Et nous devons être du côté des victimes et pour que leurs droits soient respectés. Mais dommage que dans nos États, il n'y a pas de justice au vrai sens du mot, une justice indépendante qui puisse poursuivre les auteurs matériels qui sont sur terrain. Et nous pensons qu'ensemble, mobilisons-nous pour que les enquêtes citoyennes se multiplient et qu'on bâtisse, si vous voulez, des synergies avec d'autres peuples du monde qui veulent aussi que les Congolais, Paul les Sapou, autres peuples... Malheureusement, je suis obligé de vous couper. Et on compte sur vous en tant qu'organisation non gouvernementale pour appuyer de manière à ce que les vrais auteurs un jour soient poursuivis. Merci Paul Sapou. Nous allons directement au Canada. Monsieur Patrick Mbeko, pour le mot de la fin, que dire sur cette tragédie? Moi, je dirais qu'il faut continuer d'en parler et je vous remercie pour votre travail. Et je dirais aussi que il ne faut pas seulement travailler à ce que la tragédie de Béni s'arrête, mais il faut travailler à ce que la tragédie que vit le peuple congolais dans son ensemble s'arrête. Parce que cette situation découle d'une stratégie, d'une politique mise en place depuis près de 20 ans. Et il faut mettre fin à toute cette stratégie. On ne peut pas les symptômes, il faut mettre fin au virus qui est à la base de cette maladie-là. Donc moi je plaide pour la fin des violences à Béni et pour la fin des violences sur l'étendue du territoire congolais et surtout pour la justice pour les uns et les autres. Je crois que les Congolais vont continuer à se mobiliser et vous les hommes des médias aussi pour médiatiser. Merci beaucoup Patrick Mbeko et au plaisir dans ce studio. Donc le mot de la fin à vous monsieur Boniface Moussavouli. C'est un remerciement à votre radio. Sur Béni, que dire? Sur Béni, il y a une mobilisation qui a commencé à produire quelques signaux. La Cour pénale internationale a promis qu'elle va enquêter sur... À votre niveau, que faire? Que dire? Que faire? Continuer de mobiliser, continuer d'en parler. À l'Union européenne, on a également promis qu'on va enquêter. Merci beaucoup. Il y a certaines choses qui bougent, mais continuons toujours à en parler.